Aujourd'hui dans Mythbusters... Tout le monde tourne en rond. Adam et Jamie se font aspirer par un célèbre mystère marin. Tournoyer, petit tourbillon tout rond. Les tourbillons peuvent-ils tuer? Tout le monde est prêt à plonger? Tori, Carrie et Grant sont également dépassés par les événements. Je crois que c'est dangereux, mais je ne sais pas encore pourquoi. Ils se font passer dessus par un chasse-neige. Il y a des objets maudits dans le monde, et c'en est un. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Hyneman. Ça te tuera. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Ça, c'est du bon boulot. Avec eux, Tori Belleci, Je suis tout excité. Carrie Byron Regarde, son crâne est fendu. et Grant Imara. Aucun commentaire. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Les tourbillons peuvent-ils tuer? Dans la première partie de leur expérience, Adam et Jamie vont mettre au point leur propre tourbillon et envoyer par le fond des modèles réduits de bateaux. Dans la seconde partie, ils verront quel effet leur tourbillon peut avoir sur un nageur isolé. Tout d'abord, ils cherchent à observer un véritable tourbillon. Autant dire qu'ils n'ont pas à aller loin. Hector, où est-ce que je peux trouver des courants contraires? Ou plus précisément, où est-ce que je peux voir des tourbillons? Autour de la tour sud, entre cette bouée et la tour. Pile poil. En voilà un. Il y en a même bien davantage. C'est un rassemblement de tourbillons créé par le pylône du pont. L'eau qui passe derrière le pylône va plus lentement. Elle rencontre le courant qui va plus vite et les deux se mettent à tournoyer. Cependant, tous les tourbillons ne sont pas forcément créés par des obstacles dans l'eau. La plupart des tourbillons océaniques se forment lorsque deux courants contraires se rencontrent. Les courants commencent à tourner l'un autour de l'autre, ce qui crée un tourbillon au centre et fait descendre l'eau en spirale. Dans certains cas, le tourbillon peut descendre jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur. Que se passe-t-il quand un bateau se trouve pris dans un tel tourbillon? Sans les mains. On est bien ballotté par le tourbillon. C'est puissant. Nous allons à 3 nœuds et demi. Le bateau pèse 18 tonnes plus l'équipage. Je ne sais pas si les tourbillons font grand-chose de plus que rendre la navigation un peu plus difficile. Par contre, si j'étais dans l'eau à cet endroit-là, je pense que je serais mal. Je ne sais pas si je serais attiré vers le bas, mais je tournerais sans doute pas mal. Le tourbillon fait 2,50 m de diamètre. Si j'étais au centre, je serais pas mal secoué. La nature en furie réveille le poète enfoui en Jamie. Tournoyer, petit tourbillon tout rond. Ça explique un peu le béret. Je te vois très bien dans une soirée poésie. Tournoyer, petit tourbillon tout rond. Le bar est ouvert, mais je suis gris. J'avais un lion domestique. Sur ce, retournons au QG des Mythbusters. Nos deux amis se lancent un défi. Adam veut créer un tourbillon grâce à une pompe, tandis que Jamie fabrique une pale pour manipuler l'eau. Adam prend une petite pompe et un réservoir troué au fond. Quand la pompe est activée, l'eau est aspirée par le trou grâce à la pompe et remise en circulation. Adam obtient ainsi un magnifique tourbillon conique. Regardez ça. Un tourbillon. J'arrive à faire bouger 60% du volume du récipient par minute. Cela veut dire que 60% de l'eau est évacuée puis reversée. Vous connaissez Adam. Il ne peut s'empêcher de simuler une petite catastrophe navale. Si c'était un vrai porte-conteneur, le tourbillon ferait plus d'1,60 km de diamètre. Le petit navire s'avance en haute mer, confiant. Oh, un tourbillon! Bonjour les dégâts. La pompe fonctionne bien. Autour de Jamie.
Il a fixé 2 pales en métal à un moteur de perceuse électrique. 330 tours par minute. Le tourbillon fait 23 cm de profondeur. Bon, passons à la taille supérieure. J'ai envie de passer au cran au-dessus. Pour cela, il faut un récipient plus grand. Une pompe plus puissante et des pales plus grandes pour Jamie. Adam arrive à des résultats identiques. 35 cm de profondeur. Ça va jusqu'au fond, non? Jusqu'au fond. C'est un tourbillon parfait. En revanche, Jamie a du mal à s'adapter aux changements de taille et de vitesse. Ça va quasiment jusqu'au fond et ça fait 15 ampères. D'accord. Il passe à un niveau encore supérieur. Cette fois-ci, un réservoir de 190 litres. Encore une fois, la pompe produit un superbe tourbillon. C'est parfait. Jamie a davantage de difficultés. Ses pales rotatives menacent de décoller. On est encore loin, on est seulement à 8 volts 5. J'ai du mal à le maintenir, c'est épuisant. Jamie n'obtient pas un joli tourbillon, mais un gros bouillonnement. On dirait une forte dépression. C'est comme si on vidait l'océan par les côtés. C'est une espèce de force centrifuge qui écarte l'eau à partir du centre. Je préférerais être dans le tourbillon que j'ai créé avec la pompe que dans le machin que t'as généré. Ça tombe bien. J'ai bien réfléchi à cette expérience. Je pense qu'il faudrait aussi la faire sur un être humain. Tu en penses quoi? Bon, j'irai. Mais je ne vais sûrement pas aimer. Pour se préparer à ces désagréments, Adam construit un Adam miniature. Il n'est pas du tout à l'échelle au niveau du poids, ce qui est important. Je veux voir ce qui se passe si je suis capable de flotter. Par exemple, si j'ai un gilet de sauvetage. Il plonge sur le côté. Cela ne m'étonnerait pas que tu t'évanouisses purement et simplement. Dans ce cas, si tu es là-dedans et que tu n'es pas attaché, tu es mal. Une fois de plus, Adam va sans doute s'en prendre plein la tête. Un chasse-neige lancé à toute berzingue peut-il écarter une voiture de sa route? Tu as grandi dans une région neigeuse, non? Oui. Donc tu es expert en chasse-neige. Oui. Tu as déjà entendu parler de chasse-neige qui font décoller des voitures en leur passant à côté? Non. En hiver, pas besoin de chasse-neige pour que ça arrive. Un internaute nous a envoyé un email affirmant avoir vu un chasse-neige foncer sur l'autoroute avec sa lame en l'air et envoyer balader une voiture à cause du souffle produit. J'ai de sérieux doutes. Pour tester ce mythe, il faudra mettre face à face un chasse-neige et une voiture. Les faire se croiser à grande vitesse et voir si la voiture se retrouve sur le toit. Cela a l'air simple, mais cette expérience a poussé nos 3 casse-cou jusqu'à leur limite. Ça a été le mythe le plus pénible que nous ayons testé. Et pour Grant, l'un des plus dangereux. Par où on commence? Moi, j'aimerais d'abord savoir combien il faut d'énergie pour renverser une voiture. Ça, c'est pas trop difficile. On va prendre nos appareils pour mesurer la force, tirer sur le véhicule à certains endroits et essayer de le renverser avec une charge statique. On prend ta voiture? Pas question. Pourquoi pas celle-ci alors? Tori a arpenté les décharges et pense qu'elle ferait bien l'affaire. Elle a un centre de gravité élevé, un empattement court, une grande surface vu qu'elle est plate, et elle est très légère. Pour connaître la pression nécessaire pour faire tomber cette voiture, Tori l'entoure avec un lasso qui l'attache à un dynamomètre et relie le tout à un pick-up. Carrie mesure le poids qui fera basculer la voiture. 226 kilos, 453 kilos. Elle a atteint le sommet à 453 kilos. Ensuite, elle calcule la surface d'un côté et obtient la pression nécessaire pour faire basculer la voiture. J'ai fait les calculs, il faut 0,01 bar pour renverser cette voiture. Ils ont leur véhicule test. Maintenant, il leur faut un chasse-neige. Par chance, Tori pense pouvoir en trouver un gratuit.
Perché dans les montagnes, ce vieux chasse-neige hors d'usage pensait avoir trouvé le repos éternel, enfoui sous une épaisse couche d'or blanc. Les Mythbusters n'auraient jamais dû troubler son sommeil. Carrie, Tori et Grant vont affronter la malédiction du chasse-neige. Personne ne sait combien de temps cet engin a séjourné dans ce champ. Mais au moins assez pour être devenu un refuge pour rongeurs. Je me sens coupable. On l'a expulsé. Il faut que nos trois amis trouvent un moyen pour faire bouger ce tas de métal à 110 km/h. Sur le chasse-neige, on a remarqué que la vitesse maximale indiquée était de 70 km/h. Or, nous visons 110 km/h. Il doit y avoir une raison pour que la vitesse marquée soit si basse. Pour l'instant, ce serait déjà bien que le chasse-neige bouge d'1 centimètre. Qui sait pourquoi cette épave ne roule pas? Elle peut très bien être rouillée. Les roues sont coincées à cause de la rouille, ou alors l'arbre de transmission est bloqué et on ne peut pas changer de vitesse. Tori n'est pas content, mais avec un peu d'huile de coude, le chasse-neige devrait repartir. Il y a tellement de graisse sur cet essieu que j'ai l'impression de préparer un barbecue. Attends, on va chercher des hot dogs. Carrie, les crottes de rat sont bientôt cuites. Elle les aime à point. Quand le chasse-neige avancera enfin, il faudra savoir combien de pression il produit. Carrie construit un manomètre en remplissant un tube d'eau colorée. Quand l'air pousse d'un côté du tube, le niveau de l'eau monte sur une échelle qui mesure la pression. Par ailleurs, un anémomètre servira à mesurer la vitesse du vent. Comme le chasse-neige ne roule pas encore, le manomètre est fixé sur le camion de Jamie pour le tester. On pourrait penser qu'un véhicule aussi imposant et rapide générerait beaucoup de pression. Mais est-ce le cas? On fait du combien? Du 100 à l'heure. 100? Là, je suis à 1,3 cm. On est largement en dessous. Il a fallu 1 centième de barre pour renverser la voiture test. Le camion de Jamie n'en produit qu'1 sixième. Est-ce que le chasse-neige a des chances d'être à la hauteur? Tori commence déjà à avoir des doutes. Ça m'est déjà arrivé d'être sur une route à 2 voies et de croiser un semi-remorque. J'ai eu l'impression que ma voiture allait sortir de la route à cause de la bourrasque. Mais si ça n'a pas suffi à me pousser dans le fossé, je ne crois pas qu'un chasse-neige y arriverait. On ne le saura jamais, à moins que Tori n'arrive à remettre celui-ci en marche. Tu vas couper l'arbre de transmission? Oui, carrément. En coupant l'arbre de transmission, Tori va libérer les roues de la boîte de vitesse rouillée. Lors de la tentative suivante de remorquage, le chasse-neige avance un peu. Stop! C'est très bien. Ça bouge. Ça devrait marcher. C'est bon. Les roues n'ont pas fini d'en faire baver à Grant. Une des roues ne tourne pas. Elle traîne par terre. Pour le premier essai, on est monté à 3 km/h et on a parcouru 45 mètres. Une des roues est bloquée. Si elle ne tourne pas, ça va provoquer beaucoup de friction et ça risque de dévier le chasse-neige d'un côté. Les roues partent donc à la décharge. Malheureusement, cela n'arrange pas vraiment les affaires de l'équipe. Quand on a enlevé la dernière roue, l'essieu est carrément tombé. La suspension est complètement déglinguée. Le chasse-neige est inutilisable jusqu'à ce que la roue soit réparée. Difficile d'être exigeant quand on dépense peu. Parfois, on essaie de faire des économies en obtenant des trucs gratuits. Mais finalement, quand on n'arrive pas à faire fonctionner l'épave qu'on a eue gratuitement, on se dit que ça aurait été plus économique d'acheter un véhicule neuf. Ce chasse-neige gratuit commence à coûter cher. Adam et Jamie veulent générer un tourbillon pour voir s'il peut réellement aspirer les navires, comme dans les films. Ils comptent également jeter Adam à l'eau et voir s'il est englouti.
Dans l'idéal, il leur faudrait un tourbillon comme celui-ci. C'est le plus grand au monde et il se trouve au large de Deer Island Point, au Canada. La vieille truie, comme on le surnomme, peut faire plus de 60 mètres de diamètre et tourner à plus de 14 nœuds, soit 3 fois plus vite que les tourbillons que Adam et Jamie ont vus en dessous du pont. J'ai fait des recherches pour m'assurer que notre méthode pour créer des tourbillons était bonne. Et j'ai eu confirmation auprès de plusieurs experts. Utiliser une pompe qui redistribue l'eau est la manière la plus fidèle de reproduire un tourbillon marin. Parfait. Avec notre pompe et notre réservoir de 34 000 litres, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut qu'on pense au bateau. On ne va pas faire rentrer un vrai bateau là-dedans. Si on veut un porte-conteneur, il faut en fabriquer un à l'échelle. On devrait aussi faire un bateau plus petit, comme un chalutier. Quelque chose qui est plus petit en vrai. Ça me paraît bien. Tout d'un coup, une matinée ordinaire se transforme en jour de Noël pour les Mythbusters. Regarde ça. C'est le jouet dont tous les enfants rêvent. Un porte-conteneur. Merci, papa. Maintenant, je peux jouer au commerce international. Le modèle réduit de porte-conteneur est 550 fois plus petit qu'un bateau à la taille réelle. Quant au chalutier miniature, il est 50 fois plus petit qu'un vrai. Ces bateaux-là sont à la bonne échelle et à la bonne taille. Maintenant, il faut les placer à la bonne hauteur dans l'eau et s'assurer qu'ils se déplacent bien. Ensuite, on pourra les jeter dans le tourbillon et voir ce qui se produit. Comme le temps presse, Adam appelle des renforts. Nous avons appelé Jess, une de nos téléspectatrices. Dans l'épisode spécial Courrier des téléspectateurs, elle avait tenté de fabriquer le miroir d'Archimède. La compétition fait rage. Ce n'est pas grave, puisque nous savons que nous allons gagner. Son équipe n'a pas gagné, Je pense qu'ils ont triché. mais elle a un esprit de compétition parfait pour l'émission. Elle va m'aider à bosser sur ces bateaux. On va les équilibrer et contrôler la façon dont ils se déplacent, pour qu'ils soient prêts quand on aura créé un tourbillon. La première tâche de Jess consiste à remplir les coques de grenaille de plomb pour que les maquettes déplacent une quantité d'eau constante. Ça va être trop lourd en haut. Il faudra couper tout ça. Et il faudrait boucher le haut pour que ça ne prenne pas l'eau. Pendant que Jess fait toutes les retouches nécessaires, C'est doré et violet. La classe, non? Adam et Jamie font un tour au magasin de plongée. Bonjour. Bonjour, contente de vous revoir. Nous aussi. Bonjour. Si Adam veut vraiment affronter le tourbillon de la mort, il a intérêt à prendre quelques mesures de sécurité. C'est un petit réservoir avec une valve de purge. En cas de problème, enlevez ce cache, prenez le réservoir, posez vos lèvres ici, purgez une fois et respirez normalement. Cela paraît simple, mais pour être tranquille, Adam veut tester ce système de secours dans la piscine du magasin de plongée. Je sais qu'il va se venger, mais c'était plus fort que moi. Je t'aurai quand tu ne te méfieras pas. Merci. Je vous en prie. Ils veulent tester combien de temps il faut à Adam pour porter le réservoir à sa bouche. Jamie joue le rôle du tourbillon. Il attire Adam vers le fond et le fait tournoyer. Au premier essai, Adam a les réflexes un peu lents. J'ai carrément paniqué quand tu m'as tiré vers le bas. On réessaie? D'accord. L'eau tourbillonne, Jamie me tire. Cette fois-ci, il arrive bien à respirer. C'est le genre d'objet qui fait partie de la panoplie du parfait agent secret, comme dans Mission Impossible par exemple. Quand un espion doit plonger sous l'eau pour poser des charges explosives sous la coque d'un bateau. Même après s'être assuré que cet objet lui servirait en cas de besoin, Adam préférerait ne pas avoir à l'utiliser dans des conditions réelles. S'il subit le même sort que cette figurine, il risque bien de boire la tasse pour de bon. Selon la légende, un chasse-neige qui fonce sur une route peut générer une bourrasque assez puissante pour renverser les voitures qu'il croise. Avant de s'attaquer à ce mythe, Tori, Cary et Grant démontrent celui selon lequel toute chose obtenue gratuitement vaut mieux qu'une autre que l'on a payée.
Quand je pense au temps passé à bosser dessus, je me dis que ça aurait été plus économique d'acheter un chasse-neige d'occasion avec toutes ses roues pour 1 000 $. C'était gratuit. C'est le mot magique, gratuit. Et voilà. Avec une de ses roues toujours bloquée, ce chasse-neige risque fort de faire débloquer Tori. Enfin, après presque 2 jours de travail acharné... Matza! Ça avance! Regardez! Vous l'avez remis en marche. Le chasse-neige avance. La question suivante est, s'arrêtera-t-il? En effet, le freinage sera primordial. Contrairement à d'autres expériences où des voitures se sont arrêtées parce qu'on leur faisait avoir un accident, ici, on veut seulement que les véhicules se croisent. Il faudra donc qu'on arrive à décélérer en bout de course. Il y a un seul moyen de savoir si les freins du chasse-neige fonctionnent. Il faut qu'un autre véhicule tire l'engin et que quelqu'un les teste, en l'occurrence Grant. Carrie a un mauvais pressentiment quant à cette expérience. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment par rapport à cette expérience, mais je crois qu'elle est dangereuse. Je crois qu'il y a un fort facteur de risque dans ce que nous allons faire aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le cas d'habitude? Dans ce genre de situation, Buster serait normalement en première ligne, mais cette fois-ci, il n'est pas à la hauteur. Grant aura beau porter un casque de protection et un harnais de sécurité, Tori est inquiet. Je ne pense pas qu'on devrait te faire aller à 110 km/h là-dedans. C'est trop risqué. Si tu n'arrives pas à freiner assez vite, tu risques d'avoir de sérieux ennuis. Pour cet essai, ils se contenteront d'aller à la vitesse plus raisonnable de 32 km/h. C'est sage de leur part. Après tout, rien sur cette épave n'a fonctionné jusqu'ici. Y a-t-il des chances pour que les freins donnent satisfaction? On est à 32 km/h. 32 km/h. Prêt à freiner? Prêt à freiner dans 3, 2, 1, maintenant. Grant écrase les freins, puis tire le frein à main. Mais le chasse-neige ne veut toujours pas s'arrêter. Il roule même sur la chaîne de remorquage. Oh. Elle casse, laissant le chasse-neige en roue libre. Oh. Heureusement qu'il ne roulait pas vite. Ça va? Oui. Il allait à 32 à l'heure. Et on a failli le tuer. Quand la chaîne s'est prise dans la roue, elle a aussi bousillé la direction. Si tu avais roulé à 110, le chasse-neige se serait carrément renversé. J'ai tiré le frein à main. Le chasse-neige a dévié sur le côté et a roulé sur la chaîne, ce qui a fait tourner le volant de façon violente. Ça a endommagé une de nos caméras et c'était plutôt flippant. Il faut absolument que les freins fonctionnent. On appelle donc des experts à l'aide. Ce sont Pat Manning et Matt Edgeman qui ont déniché ce chasse-neige. Il appartenait au comté, qu'il a donné à l'un de nos mécaniciens. Quand Eric nous a appelés, on vous l'a envoyé. Si seulement il pouvait remettre les freins en marche. Il peut y avoir un problème à cause de la rouille, de l'eau. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent agir sur un véhicule aussi vieux. Matt est plus optimiste. Il purge les freins et le miracle se produit. Et Grant, je crois que ça fonctionne. En voiture. Ça fait 3 jours qu'on est là. 4 en comptant aujourd'hui. Et vous avez tout réparé en 3 quarts d'heure? Ah ouais? C'est génial. 3, 2, 1... Enfin, c'est un demi-miracle. Seule la moitié des roues freinent. Mais après 3 jours de galère, cela suffit pour ravir Grant. Yeah, baby, yeah! Vous êtes trop forts, les gars. Yeah! Yeah! OK. Bravo! Les freins fonctionnent. Comme il est hors de question qu'un humain se trouve dans les véhicules pendant le test, Grant met au point un système de freinage télécommandé pour le chasse-neige et le véhicule cible. Lorsqu'il actionnera un interrupteur, un actionnaire linéaire appuiera sur la pédale. Je crois que c'est bon. Tant que la pédale fonctionne.
Adam a effectué quelques recherches sur le tourbillon de la mort. J'ai trouvé le récit tragique d'un tourbillon qui a aspiré des bateaux. En 1980, en Louisiane, une plateforme pétrolière installée sur un lac a percé une mine de sel par accident et le lac entier s'est engouffré dans la mine, aspirant une dizaine de bateaux au passage. Ce tourbillon faisait presque 20 mètres de diamètre. Par chance, personne n'a été blessé au cours de cet accident insolite. Et 9 navires sont remontés à la surface. C'est bien joli, mais on s'écarte de notre sujet. Nous enquêtons sur les tourbillons marins, pas sur les bateaux aspirés dans les gouffres. Bon, d'accord. Adam et Jamie sont prêts à passer au test grandeur nature. Il leur manque seulement un très grand réservoir. Voici notre réservoir. Il contient 35 000 litres, fait 3 mètres de large, 5 mètres de haut et a été construit exprès pour nous. Tout d'abord, Jamie perce un trou dans le fond pour le tuyau de sortie. Le réservoir devra être placé au-dessus du sol pour avoir la place de bricoler en dessous. Le tout va peser environ 45 tonnes, avec un tuyau au fond. Il faut de la place pour cela, mais il faut aussi que le réservoir tienne debout. Ces traverses de chemin de fer soutiennent le réservoir et nous permettent d'évacuer l'eau par en dessous. Ils vont se servir d'une pompe utilisée dans le bâtiment d'une puissance de 200 chevaux, capable de déplacer plus de 20 000 litres par minute. Cela devrait produire assez d'énergie pour faire tourner ces 35 000 litres d'eau et créer un tourbillon. Un énorme tuyau évacuera de l'eau depuis le bas du réservoir, tandis qu'un autre la reversera par en haut. Rapidement, ils se retrouvent face à une version géante du modèle réduit construit par Adam dans l'atelier. Il ne manque plus que l'eau. Jess remplit un camion-citerne grâce à une bouche d'incendie. Comment on sait que c'est plein? Le camion contient 9000 litres et il leur faut environ 30 minutes pour le remplir. Le réservoir contient 35 000 litres, ce qui veut dire qu'il faudra des heures pour le remplir, même si la météo y met du sien. On dirait que la nature nous donne un coup de main pour remplir notre réservoir. On fera cette expérience quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. D'ailleurs, les Mythbusters cherchent à renverser ce véhicule en se servant seulement du courant d'air créé par ce chasse-neige. Le mastodonte et sa proie seront chacun reliés à 450 mètres de câbles de remorquage. Les câbles passeront dans un système de poulies qui permettra au véhicule qui remorque de s'éloigner de la piste. Voici les barrières que nous allons utiliser pour fixer nos poulies. Elles sont vides pour l'instant, mais nous allons les remplir d'eau. Du coup, elles pèseront environ une demi-tonne chacune. On va essayer de faire se frôler les deux véhicules. Si ces barrières bougent, cela risque de modifier leur trajectoire, et tout notre matos pourrait se retrouver bousillé. Avant de lancer les véhicules l'un vers l'autre, les Mythbusters doivent s'assurer que Grant peut arrêter le chasse-neige grâce aux freins télécommandés. On va attacher le chasse-neige aux 450 mètres de câble, le relier au véhicule de remorquage, faire passer le câble dans les poulies, freiner et prier pour que ça marche. Et sinon, Je pose des sacs de sable qui serviront en cas de dernier recours si les freins ne fonctionnent pas. Ça ralentira le chasse-neige et ça épargnera nos barrières. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Et vous? Oui. Allons-y. Tu as confiance en ces freins? Oui, je crois. D'accord. espérons que Grant a raison d'avoir confiance. Si les freins lâchent, le chasse-neige foncera droit sur les barrières. Carrie, annonce la vitesse quand tu accélères. Quand tu atteindras 110, attends-toi à un choc. C'est parti dans 3, 2, 1... Tel un monstre de film d'horreur, le chasse-neige s'éveille lentement de sa léthargie. Leur but est d'atteindre 110 km/h, mais la voiture qui remorque le chasse-neige a du mal à lui faire prendre de la vitesse. Carrie atteint seulement 65 km/h avant que Grant ne soit obligé de freiner. Je vais freiner. 3, 2, 1... Oh non!
Le chasse-neige ne réagit pas. Oh non! C'est pas vrai. C'est un massacre complet. Tori a complètement raison. Je pense que la roue arrière qui nous avait posé problème s'est encore bloquée et qu'elle a saboté l'expérience. J'ai essayé de freiner, mais le chasse-neige a continué sur sa lancée. D'habitude, c'est ce qu'on voit après une expérience des Mythbusters, pas avant. Le chasse-neige les a pulvérisés. Je suis furieux. On n'a pas réussi à l'arrêter. La direction a été éjectée. Je vais être obligé de la ressouder. On a détruit 2 barrières alors que l'expérience doit avoir lieu demain. Je pense qu'on va ériger un mur de sacs de sable. C'est notre meilleure chance de bloquer cet engin. Tu veux dire qu'on a passé 3 jours à fabriquer une télécommande, mais qu'on va bloquer le chasse-neige avec des sacs de sable? C'est vraiment le mythe le plus pénible qu'on ait jamais testé. La malédiction du chasse-neige frappe à nouveau. Pendant ce temps, Adam a hâte de savoir si sa méthode pour créer un tourbillon avec une pompe sera efficace avec 35 000 litres d'eau. Il faut donc commencer à pomper, à pomper. On a tout bon. C'était génial. En fait, cela fonctionne même trop bien. Le tourbillon naturel le plus rapide se déplace à la vitesse de 14 nœuds, soit 42 tours par minute. Cela ressemble à ceci. Nos 2 amis ont 2 bateaux miniatures à tester. Que se passera-t-il quand ils réduiront le tourbillon à leurs échelles respectives? Au 1/50e, cela fait 1 tour par minute. Ce qui ressemble à ceci. Et le porte-conteneur à l'échelle 1/500e? 1 tour toutes les 10 minutes. Un tourbillon immobile, en somme. Après ces considérations, il apparaît impossible que les expériences soient concluantes. Mais Adam ne perd pas le moral pour autant. Il faut raisonner dans l'autre sens. On voit à partir de quel moment le bateau commence à subir des dégâts importants et risque de couler. On calcule la vitesse du tourbillon et on la compare avec celle des tourbillons réels. Voici notre porte-conteneur à l'échelle 1/500e. En vrai, il fait 300 mètres, comme ceux derrière moi. Si ce bateau était réel, il irait à 370 km/h. Même dans ce cas, il ne courrait aucun risque d'être aspiré. Si l'on compare avec des tourbillons existants dans le monde réel, c'est totalement bidon. Celui-ci tourne 20 fois plus vite que le tourbillon le plus rapide jamais observé. Il va à plus de 200 nœuds, c'est ça? Oui. C'est au-delà du réel. Il faudrait évaluer la force nécessaire. La pompe est poussée à bloc et génère un tourbillon d'une magnitude surnaturelle. Le bateau est englouti tout cru. Il a coulé par le fond. Ça allait à Mach 3, un truc comme ça? Ce tourbillon devait bien faire 800 mètres de diamètre, non? C'est ce qu'il fallait. On passe au bateau numéro 2. C'est un chalutier à l'échelle 1/50e. Sa taille réelle est de 21 mètres. Et il se dirige actuellement vers une perturbation assez importante. Le tourbillon va à environ 130 nœuds. Mais ce n'est pas suffisant pour engloutir le bateau. C'est 4 à 5 fois plus rapide que le tourbillon le plus rapide jamais observé. Le chalutier n'a même pas pris l'eau. Jess pose la question qui démange tout le monde. J'aimerais savoir ce qu'il faudrait pour faire sombrer ce petit navire. D'accord. Mettons la pompe en marche. Ce tourbillon ferait 45 mètres de diamètre et tournerait à plus de 100 nœuds. On largue les amarres et le chalutier finit dans le royaume de Neptune.
C'est le genre de tourbillon qui n'existe que dans la fiction. Malheureusement, il n'en existe pas de cette taille dans le monde réel. Dommage, effectivement. Je pense que nous avons d'ores et déjà prouvé qu'il n'y a aucun tourbillon assez grand pour aspirer un bateau de la taille d'un porte-conteneur. Et même le tourbillon nécessaire pour faire couler un bateau de 21 mètres de long n'existe pas sur cette planète. Ce chasse-neige a causé pas mal de soucis. C'est une machine hantée. Tout ce qu'on tente de faire avec est voué à l'échec. Le mythe sera-t-il confirmé ou pas? Un chasse-neige peut-il envoyer balader une voiture? Ce chasse-neige nous humilie. On ne va pas avoir le temps d'évaluer la puissance d'une bourrasque produite par sa lame. Pour gagner du temps, nous allons fabriquer la lame la plus grande possible. Tellement grande que ça en sera ridicule. Aussi haute qu'une cabine de semi-remorque. En même temps, on pourra toujours conduire le chasse-neige. Si avec ça la voiture n'est pas renversée, elle ne le sera pas, rien d'autre. On va droit au but. Ça me plaît. Allons-y. Le chasse-neige s'est comporté comme le monstre de Frankenstein. Mais en plus, il commence à lui ressembler. Les Mythbusters soudent un cadre en acier à la lame du chasse-neige et y attachent des feuilles de contreplaqué. Le but est que la surface supplémentaire génère un courant d'air suffisamment puissant pour renverser le véhicule en face. Pendant ce temps, Grant répare les freins pour changer. Les freins nous ont lâchés hier. Matt, notre expert en chasse-neige, nous a dit que nous n'avions sans doute pas assez appuyé sur la pédale. J'ai donc soudé une patte support et je l'ai mise en place. Cela accompli, le chasse-neige est prêt à reprendre la route. Les deux véhicules seront remorqués l'un vers l'autre. Pour davantage de sécurité, les câbles ont été passés dans un système de poulies afin que les véhicules de remorquage puissent s'éloigner de la piste à l'abri du danger. C'est parti. 3, 2, 1, allez-y. À cause de l'agrandissement de la lame, il va être encore plus difficile de faire monter ce Titan à 110 km/h. Malgré tout, les véhicules de remorquage prennent le départ. Le chasse-neige roule. Le véhicule cible se comporte bien. Parfait. Les dés sont jetés. Le chasse-neige atteint son record de vitesse jusqu'ici, 95 km/h. Les deux véhicules vont-ils se croiser ou se percuter? Ils se croisent, tels des chevaliers lors d'une joute, avec à peine 1 mètre d'écart. Le véhicule cible ne flanche même pas. Ses 4 roues fermement accrochées au bitume. Enfin, une expérience sans encombre. Il ne reste plus à Grant qu'à arrêter les deux véhicules. C'est un vrai carnage. Il faut voir les choses du bon côté. Comment ça? Le chasse-neige a foncé à fond les ballons vers l'autre véhicule et l'a croisé. Mais ça n'a eu aucun effet. Cela démontre qu'on ne peut pas faire s'envoler une voiture avec un chasse-neige. Du super chasse-neige, il ne subsiste que des bouts de contreplaqué et de tôle froissée. C'est un vrai massacre. Je pense qu'elle a tourné un plan magnifique. Carrie a raison, c'est splendide. Les freins ont sûrement encore lâché. À moins que Grant a quelque chose à avouer. J'ai oublié d'actionner le frein. Tu n'as pas freiné? Si, mais une fois que le chasse-neige a percuté la barrière. J'en étais sûre, il a foncé sans s'arrêter. C'est pour ça que la lame ressemble à ça maintenant. Curieusement, personne ne semble vraiment contrarié. Je suis content que Grant n'ait pas freiné. Parce que ça me soulage de voir cet engin réduit en bouillie. Il nous en a trop fait baver. C'est bien fait. C'est quoi?
La porte du chasse-neige. On a envie de la garder, malgré tous les ennuis qu'on a eus. On devrait la faire fondre, mais on voulait avoir un souvenir. C'est un mythe qui vous a donné du mal? On a fait tout notre possible. On a construit une lame de chasse-neige gigantesque, la plus grande que nos experts aient jamais vue. On a aussi pris une voiture très légère. Elle a croisé le chasse-neige avec 1 à 2 mètres d'écart à 95 km/h, mais rien ne s'est passé. Elle ne s'est pas renversée. Le résultat est assez net. Bidon. Bidon. C'est bidon. Vous referez d'autres essais un de ces jours? Pas la peine. Non. Ne reparlez jamais de ce mythe à Tori. Une fois, c'était trop. Pour s'assurer que la malédiction du chasse-neige est levée à jamais, les Mythbusters prennent leur revanche sur le monstre. C'est bon, tout est fini. La malédiction est conjurée. Nous nous sommes débarrassés de la malédiction. Le chasse-neige, la malédiction et le mythe, tout cela est bidon. Le mythe du tourbillon de la mort a pris l'eau. Adam et Jamie ont démontré qu'aucun tourbillon naturel n'est assez puissant pour engloutir un bateau. Il a coulé par le fond. Mais qu'en est-il des humains? Nous allons bientôt le savoir. Qui ne meurt pas d'envie de plonger dans un bon gros tourbillon? Il ne doit pas y avoir tellement de jaloux, en fait. Tout le monde est prêt à plonger? Adam a beau être impatient, il ne va pas plonger comme ça. Il va se tenir à un trapèze que Jamie se charge d'élever ou de baisser. Malgré tout, cela reste risqué. Si Adam lâche prise et est attiré vers le fond, sa réserve d'oxygène ne lui procurera que quelques bouffées. Bon, j'y vais. Sois prudent. Ce n'est pas si affreux. Je me tiens au trapèze. Je flotte bien avec ma combinaison. Balancez la sauce. L'eau tournera à la vitesse du tourbillon le plus rapide du monde, c'est-à-dire à 14 nœuds. Ça commence à prendre forme. C'est génial. Au fur et à mesure que le tourbillon gagne en puissance, Adam se sent de plus en plus attiré vers le bas. J'ai les pieds aspirés. C'est formidable. En moins d'1 minute, les acrobaties de Adam lui donnent le tournis. Jamie arrête la pompe avant qu'il ne lâche prise. Le corps de Adam s'arrête de tourner, mais pas sa tête. Tu vas bien? Vous avez déjà vraiment regardé le ciel? Franchement, c'était un tourbillon très satisfaisant. Je suis d'accord. Si je n'avais pas été attaché, j'aurais certainement été aspiré. Je pense qu'on peut dire qu'un tourbillon peut engloutir un nageur, mais pas un bateau. On ne t'a pas vu couler complètement parce que je t'ai laissé la tête hors de l'eau. Est-ce que ça te dirait de descendre un peu plus bas, quitte à plonger la tête dans l'eau? Pourquoi pas? J'ai un peu mal au cœur, mais je pense que je peux encore faire un test. À partir du moment où il a dit avoir mal au cœur, ils auraient dû se douter de quelque chose. À peine Jamie a-t-il baissé le trapèze. Arrêtez! Arrêtez la pompe! Que l'expérience se termine comme elle avait toutes les chances de le faire. Quelle classe! T'as filmé ça? C'était très bien! Ça sent la pizza. Bienvenue à bord, Jess. Dès que tu m'as fait descendre un peu, j'ai eu la tête sous l'eau et j'ai vraiment senti que même à une vitesse aussi basse, le tourbillon était très puissant. J'en ai ma claque de la science pour aujourd'hui. Ta mauvaise mine, Adam.
Si je m'étais pas tenu au trapèze, c'est clair que j'aurais été complètement aspiré. C'est vraiment impressionnant. En plus, ça m'a retourné l'estomac. Ça m'a rendu vraiment malade. C'est impossible de survivre à ce genre de choses. Si on a un tuba, on boit la tasse avec. Nous avons créé un fléau redoutable. Il allait à environ 14 nœuds. C'est-à-dire la vitesse du tourbillon marin le plus rapide au monde. Qu'est-ce qu'on conclut pour ce mythe? Il est bidon, plausible ou confirmé? Je dirais que c'est bidon. C'est bidon pour les bateaux et plausible pour les humains. N'allez pas dans l'eau s'il y a un tourbillon. T'es d'accord? Ouais. Réchauffe-toi, mon grand. Conclusion du tourbillon de la mort, bidon pour les bateaux et dangereux pour les nageurs.